Eh oh, Ah, eh oh, eh oh. eh oh. Bon, allez, on y va. Merde. Ça, le petit Ok. remontoir. Je te laisse donc. Voilà, bienvenue à tous. Pour la première fois, nous avons un sujet qui est venu de quelqu'un, donc d'un de nos auditeurs, auditrices, qui du coup nous a demandé un sujet. Et donc ici, je suis avec Benjamin, notre cher ami Tish. Salut à tous. Salut à tous. Un petit plug à faire, une pub ou quelque chose comme ça que tu veux? Bah, moi, je fais jamais de publicité parce que je suis pas invité pour ça et je trouve que c'est pas normal de faire de la pub personnelle quand on est invité pour débattre de la société. Donc, je dis jamais qu'en fait, mon nom de comédien c'est Tish et que vous pouvez aller liker ma page et suivre ma page Tish Comedy sur Facebook et tous les réseaux, hashtag Tish Comedy officiel. Je dirais pas ça, non. Non, tu ne le ferais c'est pas. mon nom. Et ni l'Instagram, si je me trompe pas, ni la page Sur Instagram, YouTube. c'est la même chose, oui, mais je le dis encore moins ça. Et, Oui, bien sûr. Et donc n'allez surtout pas voir toutes les vidéos drôles que je fais, n'allez pas les montrer à vos amis et n'allez surtout pas... parce que ce serait pas chouette de faire de la pub. Mais non, ce serait pas, parce qu'on parle de sujets vraiment sérieux et puis tout à coup, si tout le monde commence à faire sa pub et parler de lui-même, plutôt que de parler des vrais sujets qu'on aborde, tu vois, il y a quelque chose quand même de très dérangeant dans le bon fonctionnement de tout ça finalement. Mais oui, surtout que je veux dire, ce serait quand même très narcissique de dire que je fais ça, que je fais des ateliers philo, et bon, ce serait pas coach, très, qu'il est biologiste, oui, voilà. ce serait hyper narcissique. Et ce serait pas très adulte. Pas très adulte non plus. Voilà. Voilà. Mais donc voilà, moi j'ai envie de dire, on va lancer, donc je mets un peu, voilà, c'est cette musique-là. Donc, un jour coûte que jouait avec des enfants dans un pré. Des voix résonnaient autour de lui. Mais Coute, qui est un gamin. Non, c'est pas vrai! Regardez-le, il réagit comme un enfant. Non, je suis un dieu très puissant! Un vrai dieu ne réagit pas comme ça, voyons. Même pas vrai, je suis un vrai dieu! Mais bien sûr, Coute, que tu es parfait et mignon comme tu es. On ne voudrait pas que tu détruises l'existence juste parce que tu t'énerves. Oui, je sais faire mal! Oui, Kutk, on est fiers de toi. Allez, continue de jouer avec ces gosses. Il voulait continuer, mais l'envie l'a laissé en plan. Il était perturbé. Pourquoi les autres dieux ne le respectent pas? Pourquoi est-ce que personne ne le voit comme un vrai dieu? Il a commencé à chercher comment... Comment est-ce qu'on se prouve en tant que dieu? Il s'est mis à étudier les autres cultures. Dans certains, ce passage était acquis à un certain âge. Dans d'autres, un rituel ou une initiation doit être accompli. Dans d'autres, c'est lié à la maturité sexuelle. Dans d'autres encore, c'est lié à la responsabilité qu'on reçoit. Dans d'autres encore, c'est lié à l'indépendance du Dieu aux autres. Il était déterminé. À présent, il va devenir un vrai Dieu, même s'il doit détruire tous les autres pour le faire. Voilà. Sympa. Voilà, une intro très courte pour le coup sur la question qui est venue donc d'un auditeur, auditrice, enfin quelqu'un qui nous écoute, qui est « C'est quoi un adulte ?» C'est quoi un adulte? Gros sujet. Et donc oui, ici Coute qui voit que parfois c'est lié à l'âge, parfois c'est lié au rituel initiatique. Et du coup, bon, c'est un auditeur donc, ou une auditrice qui me demande ça. Et je suppose que cette personne passe par une sorte de questionnement intensément personnel sur « Tiens, apparemment, je suis censé devenir adulte maintenant, ou en tout cas, on me fait la remarque. Donc peut-être que je devrais l'être. » Et ouais, qu'est-ce qu'on peut déjà dire là-dessus, sur qu'est-ce que nous, ici, en tant qu'occidentaux, on s'imagine comme étant être adulte, et puis ensuite, plus important, quels conseils, si on en a à donner, et si nos conseils sont tout à fait valables, bien sûr, on peut donner à cet auditeur, auditrice, à ce niveau-là. Ouais, merci pour la question déjà, je trouve ça super de poser des gens. Oui, clairement, merci. Si d'autres personnes veulent poser des questions, et surtout venir participer, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ouais, c'est super chouette, ça crée un côté interactif, et moi personnellement je suis venu ici spécialement pour ça, pour la question. Je suis vraiment pas venu pour voir François. Pas du tout. Pas venu faire sa pub. Non plus, n'allez pas sur Tish Comedy, sur les réseaux sociaux, hashtag Tish Comedy officiel. Mais non, mais la question c'est super, on pourra en parler très longtemps. On va essayer d'en parler de façon concise et de voir un peu quelles sont les dimensions pour analyser ça. Mais disons que pour le moment, on dit ouais, t'es adulte à partir de 18 ans et pouf, tout à coup, tu peux commencer à conduire une voiture, tu peux faire des emprunts à la banque, tu peux aller... en fait, tu deviens responsable de tes actes et donc tu peux être jugé par tes pairs selon les actes criminels que tu as faits. Là où avant, tu tombes dans un système tout à fait différent. Et donc c'est intéressant parce que bon, ok, tu vas dans d'autres cultures, bon, c'est lié à, je sais pas moi, l'initiation ou quoi que ce soit. Ici, c'est juste pouf, t'as 18 ans, tu le reçois. Et donc malgré ça, et donc là je m'imagine des gens qui sont par exemple émotionnellement pas adultes, disons,
qui peuvent être 70 ans mais se comporter comme des gamins. Et donc tout à coup à 18 ans, c'est genre ouais, maintenant on attend de toi que tu aies tout compris de la life, alors que ouais, c'est pas forcément toujours le cas. Je sais pas ce que ça t'inspire. Je pense que justement, il y a plusieurs manières donc, de définir ce que c'est qu'un adulte. Et alors si je cassais complètement la chronique, je dirais que c'est l'affaire d'une vie de se poser la question. Et ça, c'est un truc à dire à tous les auditeurs. Si tu veux pas répondre à une question, tu dis ah mais ça tu sais, c'est l'affaire d'une vie de répondre à cette question. Tu vois. Mais il est quelle heure? Ça c'est l'affaire d'une vie de répondre à cette question. Mais c'est plutôt efficace pour pas répondre à la question et pour faire carrière en politique. Mais du coup, mais cette question-ci, elle vaut vraiment la peine. J'ai envie de dire que déjà se poser la question pour cette personne qui nous a écrit, c'est déjà une façon d'y répondre. Ça montre déjà que la personne est dans un questionnement, comme tu disais. Donc moi, je prendrais vraiment ce questionnement de façon hyper positive déjà. Et je crois effectivement qu'il y a plusieurs façons de le définir et que c'est aussi culture dépendant. Mais c'est un sujet hyper intéressant et c'est un sujet qui m'est cher personnellement. Enfin, j'ai pas payé pour venir ici, mais c'est un sujet qui m'est cher. et je pense que c'est. Vous pouvez toujours faire des donations. Vous pouvez toujours faire des donations, ouais. Hashtag Tiche Comédie officielle. Non, hashtag chronique. mais je pense que c'est une question de base de la société et je suis convaincu qu'on n'y répond pas et que c'est bien pour ça qu'on l'enclave dans des définitions. Ok, cool. Bah, point de vue pour commencer. T'as parlé culture. Mais je te laisse François, grand prêtre de Cooked. Mais non, le rôle de l'animateur. L'animateur, non, on est qu'à deux, donc du coup, moi je peux rien animer. Moi je participe et là, en même temps j'anime, et en même temps je fais la musique, et en même temps je fais tout. Bordel, vous me demandez trop de moi. Mais bon, tout ça pour dire, t'as parlé de culture. Et du coup, ici. Avec un K, culture. Ouais. Culture, café. Mais, et donc, ouais, à la flamande, quoi. Et donc, ouais, ici, c'est que, bon, il y a l'aspect capitalisme, il y a l'aspect, donc, être indépendant, il y a l'aspect pouvoir prendre ses décisions soi-même, ne plus dépendre d'eux. Et il y a cet aspect-là que, finalement, je trouve assez intéressant. C'est qu'ok, on part du principe que maintenant, ok, t'as 18 ans, en tout cas au niveau légal, c'est que maintenant, en tant qu'adulte, tu sais prendre soin de toi-même. Et ce que tu fais de bien ou de mal, c'est à toi de le gérer ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, il y a cet aspect, tu es censé être indépendant, tu es censé savoir t'occuper de toi-même s'il faut. Et ensuite, c'est les parents qui choisissent s'ils veulent ou non de t'occuper de toi ou pas. Bah, c'est une façon d'y répondre qui sera super cartésienne. J'aime bien les cartes. Ouais, on peut jouer. Mais super mental et c'est bonne vanne pour le coup. Mais c'est une définition qui va pas répondre à la question, qui va répondre à la question, qui va pas répondre au questionnement. Donc la question c'est quoi être un adulte? Tu peux dire voilà, l'adulte en Belgique il a 18 ans, il peut voter, il peut faire tout ce que tu viens de citer. Bah disons le questionnement est plus conceptuel. Ouais. Ce sera ok, c'est quoi être un adulte en fait? Comment est-ce qu'on peut définir un adulte? Parce qu'il y a plein d'adultes qui ont l'air d'être des gamins et il y a plein de gamins qui semblent avoir une maturité intéressante. Du coup c'est une super bonne question philosophique. Parce qu'il y a tellement de façons de l'apprendre. Bah, disons que j'ai pris la façon cartésienne parce que c'est un peu la manière dont j'ai l'impression que on l'approche ici. Et donc oui, tu as dit la maturité que plein de jeunes peuvent montrer. Et donc ouais, je crois que j'en ai vite fait parler peut-être dans le texte. C'est quoi? Il y a l'aspect... Merde, c'est quoi le mot? T'avais dit psychologique aussi. Enfin, merde, j'ai oublié les mots que t'avais dit. T'avais dit quoi comme mot? Quoi? Merde, on se perd déjà. Non, mais je pense qu'il y a une question de maturité. Maturité, voilà, c'est ça le mot. Et que c'est ça le questionnement ici. Le questionnement pour moi ici, il est conceptuel. Qu'est-ce qu'un adulte? Qu'est-ce qu'un adulte? C'est pas une question du merci monsieur dictionnaire de comment est-ce que je définis un adulte qui pour le coup sera différent d'un pays à un autre. Mais c'est une question super intéressante. J'ai bien aimé le concept de la maturité et l'image qui me venait en tête à ce niveau-là, c'est ok, la maturité comme moi je la vois, c'est ok, tu as des expériences de vie qui font que maintenant tout à coup tu vois le monde d'une certaine façon. Et donc là, d'une certaine façon, quand tu dis le mot maturité, enfin, comment moi j'interprète le fait que tu utilises le mot maturité, c'est justement ça, c'est ce délire de ah ouais, ok, maintenant au lieu de réagir comme un enfant,
tu as vécu des choses, alors ça peut être une initiation, ça peut être des trucs sexuels ou quoi que ce soit, mais qui maintenant font que tu as une sorte de vision plus grande et plus globale de ce qui se passe, et qui du coup qui est plus mature et qui est plus, ouais, le mot sage presque, et que tu vas pas réagir de manière limitée, mais que tu vas penser aux conséquences autour de toi et à des conséquences plus profondes que juste un enfant le ferait. Donc typiquement, oh, ce type-là me fait chier, je te tape parce que j'ai envie que tu me donnes mon jouet, là où la personne adulte qui est mature va se dire tiens, cette personne elle joue avec mon jouet, elle a quand même vachement besoin de plaisir, et donc tu as une vision plus grande à ce niveau-là. Si les adultes se disent ça, lesquels se font la guerre aussi d'ailleurs. Clairement. Donc c'est pour ça que j'aime la question de la maturité. Après voilà, ici en début de chronique, on est en train de prendre une orientation tout de suite. On part sur la notion de la maturité et comment est-ce qu'on peut la définir. Je pense que c'est une super bonne orientation pour définir ce que c'est qu'être adulte. Ce serait peut-être intéressant de parcourir les différentes facettes de qu'est-ce que c'est qu'un adulte pour voir comment est-ce qu'on peut le définir. Alors ici, et je pense en même temps qu'ici c'est super intéressant comme point de vue la maturité, parce que tu peux avoir énormément de choses qui sortent de la bouche d'un enfant dans un atelier philo, notamment sur la maturité, notamment sur la conscience de ce qu'il ou elle fait. Ici, si j'entends bien ce que tu dis, tu parles des conséquences de ses actes et conscient de ses actes. On définit en général un enfant comme ça, il n'est pas conscient, il n'est donc pas responsable puisqu'il n'est pas conscient. Pourtant, en parlant avec des enfants de 7 ans, il y a des enfants qui sont tout à fait conscients d'une portée extrêmement abstraite et conceptuelle de certains sujets, de l'amour, l'amitié, là où des adultes vont avoir une vision qui sera beaucoup plus définie et enclavée. Et je pense que justement, en ayant une perception beaucoup plus large, l'enfant peut être très conscient de tous les implicites d'un concept comme l'amour. Et s'il est conscient des implicites, j'ai envie de croire qu'il peut facilement être conscient de la portée de ses actes. Je pense qu'un adulte va plus raisonner, alors comme tu le dis, par rapport à la conséquence des actes qui sont posés. Mais est-ce que c'est de la maturité ? Je ne frappe pas mon voisin parce que la police va m'arrêter. Est-ce que c'est ça être mature ? Ou est-ce qu'être mature, c'est je frappe pas mon ami à l'école parce que c'est mon ami ? Ouais. Ce qui sera plus le genre de choses que les enfants vont dire. C'est faire mal, tu vois. Frapper, c'est faire mal. Ouais, c'est ça. Et je stigmatise tout autant, mais c'est parce que je l'entends beaucoup dans les écoles. Là où un adulte, ce sera j'agresse quelqu'un, je risque des problèmes. Maturité et trauma. J'ai pensé à tout ce qui est trauma et situation pas géniale qu'un enfant peut vivre. Quand tu as parlé qu'un enfant de 7 ans peut parfois montrer une grande maturité et sagesse comparé à des adultes qui se remettent jamais en question et tout ce que tu veux. Au niveau personnel, je sais que parfois l'enfance n'a pas été géniale non plus, et je sais que ça m'a permis de vivre des expériences qui, du coup, m'ont amené à certaines perceptions, pensées sur l'existence et de recadrer comment certaines personnes vivent. Voilà, des personnes proches de moi étaient alcooliques, famille recomposée, ça n'allait pas du tout dans la recomposition. Pour résumer, c'est un peu ça, moi. Oui, du coup, j'ai reçu parfois cette remarque, oh putain, t'es très mature pour ton âge, blablabla, déjà comprendre ça. Et je sais pas, Enfin, c'était pour rebondir sur ce que t'avais dit. Je pense effectivement que l'expérience forme et que le trauma crée une expérience. Qu'elle soit positive ou négative, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de ses conséquences. Après, ça reste une expérience. Et donc, effectivement, le traumatisme, il peut avoir toutes les conséquences négatives qu'il peut avoir. Je dis juste que ça reste une expérience et qu'en vivant des choses difficiles, on est plus vite amené à être face aux tenants et aux aboutissants de la vie, aux conséquences, aux actes, aux difficultés. Et que je pense l'adulte comparé à l'enfant, toujours dans la notion de maturité, va prendre un brin de distance par rapport au rêve qui sera dans le monde de l'enfant. Bien sûr, ça c'est ma vision. Mais cette distance viendra avec la maturité que l'adulte aurait alors par rapport aux choses. Et la distance par rapport au rêve, c'est les aléas de la vie qui vont la lui apporter. Si tu vis un trauma familial, par exemple, tu prends une bonne claque. Et du coup, tu prends un peu de distance par rapport au monde dans lequel tu te posais peut-être ces questions, mais tu n'y étais pas confronté. Tu en étais protégé. Un monde typiquement que l'on voudrait réserver à l'enfance. Il y a malheureusement beaucoup de cas où les enfants sont face à ce genre de trauma. Effectivement, ils peuvent faire un bond en termes d'expérience par rapport aux choses de la vie, et ce bond peut nourrir leur maturité parce qu'ils ont plus d'expérience. Après, ça peut aussi créer chez eux un biais
dans la façon dont ils voient les choses, puisque malheureusement ils ont été traumatisés, quoi. J'aime bien cette notion que enfin je sais pas, hein, là c'est moi qui interprète, mais j'aime bien la notion que tu apportes de l'interprétation de l'expérience ou comment tu digères l'expérience et Comment du tu coup la digères exactement? comment tu la digères et comment en fait tu choisis de réagir à ce qui t'arrive en fait. Et enfin, ou en tout cas, ouais, comment tu choisis d'interpréter l'expérience. Bon, moi, ma stratégie de survie, c'était me distancier et justement créer la distance pour être en analyse sur ce qui se passe et du coup, mieux pour pouvoir gérer parfois des émotions ou des réactions ou des incompréhensions. Et donc, oui, moi. Tu vois, il fait un gros sourire et il va vers le bas en mode ouais, merci François de dire ce mot-là. Parce qu'il y a un mot que j'attendais, oui. Et voilà, il est sorti, s'il te plaît. Et ça n'est pas pré-écrit. Préécrit. Bah, je suppose qu'on tourne forcément autour des mêmes bazars quand on parle du même sujet. J'ai amené de façon par influence, on va dire, le débat vers ce mot-là, qui pour le coup est Quoi, émotion. émotion. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, enfin, je t'interromps, excuse-moi. Ah, vas-y. Mais aujourd'hui, je prends plus une posture de, je vais donner du contenu plutôt que uniquement poser des questions. Je vais te laisser en tant qu'animateur et comme on est deux, Bah, ce sera plus un échange. On Ce sera un échange, mais en même temps, voilà, moi, j'ai ma vision par rapport à ce que c'est qu'être un adulte et j'aimerais répondre à la question avec uniquement ma vision à la question de cette personne. Il prend L'inviter- plein de pincettes, tu vois. Ouais. Il fait un disclaimer très grand. Soit, vas-y. Et j'aimerais l'inviter à se poser elle-même ces questions, bien sûr, mais à Clairement. tenter de lui donner ses définitions et ses réponses. Et du coup, la notion d'émotion est pour moi capitale. Et je tournais un peu autour du pot volontairement au début ici en disant voilà, qu'est-ce qu'on en retire des expériences. C'est pour ça que j'aime bien que tu parles de digérer et puis d'émotion, parce que c'est vraiment vers ça que je vais et que ma façon de définir un adulte pour moi et de définir la maturité, c'est principalement en parlant de maturité émotionnelle. Mhm. En tout cas, c'est ma vision des choses et j'aimerais qu'on en parle. Ouais, ok. Bah, clairement, allons-y. Il y a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres trucs à se dire sur l'adulte. On va se focus là-dessus. Le truc qui est, du coup, maturité émotionnelle. Donc ça veut dire des émotions qui sont plus gérées ou plus équilibrées, ou comment est-ce que tu vois ça en fait? Parce que tu me dis de faire l'animateur. Donc voilà, hein, j'y vais. Hein. Moi je pourrais dire des trucs, mais non, il veut que je fasse l'animateur. Du coup, moi je pose des questions et je le mets devant ses idées. Pour moi, c'est un peu la conclusion de ça. Pour moi, Parle dans le micro. pour moi, en fait, c'est la notion de sécurité ou d'insécurité émotionnelle. Il a dit sécurité ou insécurité émotionnelle. Vas-y. Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro. Et ton truc tourne, tu vois. Ah ouais, merde. Attends. Pause Mais technique. normalement, tu peux le bloquer si tu tournes bien du côté. Voilà. Sinon, tu mets ça entre ça et ça. Oui, vous voyez que techniquement, on est hyper au point. Voilà. Non, voilà, ça va mieux. Quand je parle de maturité émotionnelle, je parle de l'identification de ces émotions, l'acceptation de ces émotions et le fait de les intégrer, de les écouter, de prendre conscience de soi, prendre conscience de ses faiblesses et de finalement travailler sur, c'est une forme de développement personnel, mais travailler sur sa sécurité émotionnelle. Pour moi, c'est une posture d'adulte dont vont découler toutes des attitudes que l'on peut, qui peuvent nous aider à qualifier un adulte. Et je vais répondre plus à ta question. Est-ce que je lis ça maintenant? Parce qu'à mon avis, sinon, ce sera obsolète. En fait, non, j'aimerais bien que tu creuses un peu. C'est quoi la sécurité émotionnelle? Parce que... Mais juste, donc... Pardon de te... Pour moi, la notion donc, juste pour faire un petit wrap-up, pour moi, la façon de définir un adulte se fait notamment via les émotions, enfin via la maturité. Quelle maturité? Autre question, qu'est-ce que la maturité? Pour moi, on peut parler de maturité émotionnelle, et pour moi, la maturité émotionnelle se définit notamment par le sentiment de sécurité émotionnelle ou d'insécurité. Suis-je dépendant de quelqu'un d'autre? Suis-je menacé par l'attachement que me voue quelqu'un d'autre et que je vois quelqu'un d'autre? Suis-je conscient de mes émotions, peur, joie, colère, tristesse? Est-ce que je les identifie? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je suis conscient de mes faiblesses? Est-ce que je les mets dans un petit coin et je veux pas les écouter parce que je veux montrer que je suis grand, fort et adulte? Ou est-ce que justement j'accepte ces émotions, j'accepte quelles sont mes faiblesses et en fait je m'accepte tel que je suis et je ressens finalement pas d'insécurité latente puisque je m'offre moi-même mon propre amour de moi, je m'offre moi-même le fait d'accepter quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes forces.
et je fais mon bout de chemin avec mes décisions dans ce monde, dans ma vie, en acceptant aussi qu'il va m'arriver des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir et que je suis simplement euh, une personne qui s'accepte telle qu'elle est et qui accepte de prendre le temps de ressentir ses émotions et qui n'attend pas du monde que le monde lui donne des réponses par rapport aux émotions que, en tant qu'animal, il ou elle va ressentir, tu vois. Être adulte, par exemple, c'est quand je disais que ça se décline, parce que mon charabia de plein de façons, si être adulte, c'est par exemple avoir une posture rassurante par rapport à des enfants. Ah, c'est un adulte, il est rassurant. Mais avant d'être rassuré avec des enfants, il faut déjà être rassuré avec toi-même. D'où l'idée d'amour de soi et le fait d'écouter et d'accepter tes émotions. Si tu as peur et que tu n'écoutes pas ta peur, ça va être difficile d'être rassurant pour les autres. Est-ce qu'il est impossible de rassurer quand on n'est pas soi-même rassuré? Enfin, je veux dire, quand c'est rassuré, par exemple, ah purée, c'est quoi ce truc en haut qui vole et qui tu dis, ah bah, c'est juste un avion, tu me fais chier, bah, peut-être que l'enfant est rassuré aussi. Si la personne elle-même est rassurée, elle a, je pense, plus facile à communiquer de façon authentique. Okay, le fait qu'elle est rassurée. Si elle l'est pas, j'ai pas dit qu'il fallait l'être. J'ai dit, il y a pas il faut. J'ai dit que le fait d'être conscient de ses peurs, c'est ce qui rend triste, joyeux et en colère, permet d'être authentique dans sa communication. Et donc, ça permet d'être conscient de soi, d'être conscient de ses faiblesses aussi. C'est beaucoup plus vrai quand on communique à un enfant. Moi, je peux très bien dire, si j'ai une expérience personnelle par rapport à ça, ça m'est arrivé quand je bossais dans la forêt, ça m'est arrivé d'avoir un cas donc c'était au Mexique pour le coup, c'était un cas de morsure de serpent. Et il y avait des enfants qui bossaient, il y en avait une qui avait été mordue par un serpent. Et évidemment que ça me faisait flipper, quoi. J'ai pas été dire aux enfants, non, nos stress, tout va bien, comme on fait beaucoup d'adultes. Parce que les enfants, ils flippaient d'autant plus. Parce que du coup, il y a une espèce de dysynchronie. Je veux dire, on est en train de leur mentir, quoi. On leur envoie pas l'image qu'on gère du tout. Or, c'est ce qu'on va souvent faire. Non, ne fais pas flipper les enfants. Eh ben, moi, j'ai fait autre chose. Je leur ai dit, honnêtement, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. La personne s'est fait mordre, on fait ce qu'on peut. Il y a un médecin qui va s'en charger. Moi aussi, ça m'a inquiété. Je pense aussi qu'on doit être plus prudent dans le camp. Je pense que ça sert à rien d'être complètement flippé. Voici les petites choses qu'on peut mettre en place pour se sentir plus en sécurité. Parce que ça permettait aux enfants finalement de démystifier certaines choses en communiquant aussi quelles étaient mes propres peurs, parce que j'ai pris le temps de les écouter, quoi. Parce qu'avant ça, quand on leur mentait, bah, ils flippaient pour n'importe quelle fourmi. Donc c'est juste un exemple, mais je veux dire, la posture de sécurité émotionnelle, c'est déjà d'être en sécurité soi-même avec ses émotions, et donc pour ça de les écouter, de les accepter, de les accueillir. Et une émotion, elle a besoin d'être ressentie. Quand on est triste, on fait quoi? D'habitude on se dit alors il y a plusieurs stratégies, ou bien tu fuis la tristesse et tu vas faire des trucs que t'aimes bien pour être joyeux. Un truc physique qui se passe. Alors tes épaules elles vont vers le bas, tu vois, tu regardes vers le bas et puis c'est genre et puis tu commences à respirer beaucoup plus lentement et qu'est-ce qui se passe encore plus? Et puis tu peux pleurer aussi parfois. Et après avoir pleuré, tu te sens comment? Tu te sens soulagé. C'est genre il y a un espèce de ébahi. Parce que physiquement tu as ressenti ton émotion, elle en a besoin, ton émotion. Et donc quand un adulte apprend, c'est une métaphore pour dire que quand on apprend à accueillir et à ressentir ses émotions, on travaille quelque part sur sa sécurité émotionnelle, on répond soi-même à sa sécurité émotionnelle. Et je pense qu'une fois que tu travailles là-dessus et que tu deviens plus sécure toi-même, tu deviens plus mature émotionnellement, parce que tu vas pas te dépendre du monde pour t'apporter cette sécurité. Et à ce moment-là, la posture que tu peux prendre, notamment avec des enfants, sera une posture qui sera beaucoup plus rassurante, pas parce que tu sais tout, surtout, mais parce que tu es authentique, tout simplement, quoi. Et c'est rassurant, quelqu'un d'authentique. On sait se positionner par rapport à quelqu'un d'authentique. Un enfant peut faire son propre chemin par rapport à des gens authentiques et développer ses propres idées et lui-même devenir adulte, ou elle-même devenir adulte. Donc c'est ça tout mon laïus, c'est que la sécurité émotionnelle apporte, avec l'amour de soi, apporte énormément à une personne pour s'accepter telle qu'elle est, et que dans cette posture-là, elle peut devenir plus mature émotionnellement parce qu'elle ne dépendrait pas des incidents qui vont venir de ses réussites, de ce qu'on appelle ses échecs, de la société, de se faire virer, peu importe, quoi. Et cette maturité-là, pour moi, est clé pour définir un adulte. Cool. Ce que j'aime bien, ce que tu as dit, c'est qu'il y a plusieurs aspects. En fait, tu as surtout parlé du travail, j'ai envie de dire, interne, finalement, à être un adulte, qui est finalement
pas vraiment de contrôler ses émotions, mais c'est de savoir les accueillir et de savoir fonctionner avec et d'être en une sorte de travail d'allié, ou j'utilise pas les mots exacts que tu as dit, mais en tout cas de les accepter telles qu'elles sont, ça, de savoir prendre les leçons qu'elles te donnent. Je sais pas si je suis plus ou moins... Exactement, le mot que je prendrais, c'est accepter, voire intégrer. Contrôler, est-ce que tu contrôles une émotion? T'es en colère, justement, moi je crois pas trop. Tu vois, et justement, on parle toujours de... Dans le micro. Quand on parle de contrôler ses émotions, déjà ça me chatouille. Et quand on parle de gérer ses émotions, à la rigueur, on peut parler de la gestion des émotions. Mais effectivement, moi j'en reviens au mot accepter, comme tu disais. Une émotion, elle a besoin d'être ressentie. C'est un quote qui vient pas de moi du coup, qui vient d'Anne-Charlotte Roussel, qui est une thérapeute, mais je l'ai piqué. Merci Charlotte Roussel. Merci. Maintenant, il a des citations très cool. Qui est les émotions, elles ont de la patience. Et j'ai rajouté, si tu les écoutes pas, elles ont toute ta vie. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a quelque chose qui peut à un moment donné te mettre en colère, par exemple, des événements, des traumas, comme tu disais tout à l'heure. Et puis plus tard dans ta vie, il va se passer autre chose. Un phénomène qui arrive beaucoup dans les couples. T'as une dispute et bam bam, il y a plein de choses qui ressortent parce qu'en fait t'es nerveux. Pourquoi? Parce qu'en fait ça t'a fait ressortir une colère qui vient d'autres influences mais que t'as refoulé, qui n'ont pas été exprimées une première fois. Et l'émotion a besoin d'être ressentie, d'être exprimée, parfois même plus qu'une fois. D'où la métaphore des larmes de nouveau. Pour la colère, la métaphore de la fuite, du punching ball, enfin tu vois, le besoin de ressentir une émotion fait que ça permet de l'accepter. C'est physique, c'est pas mental, c'est une intelligence du corps. Et dans cet ordre d'idées, t'acceptes ce que tu ressens parce que t'as de toute façon pas le choix. T'acceptes de cette manière-là qui tu es parce que tes émotions t'appartiennent. Un bel exemple de ça, c'est... J'ai une question plus concrète. Qu'est-ce qui peut... C'est une question plus concrète. Qu'est-ce qui peut aider des gens qui sont parfois hyper émotifs ou qui ont justement peur de leurs émotions, justement de leur donner un câlin plutôt que d'essayer de les fuir? Parce que je peux m'imaginer que parfois c'est extrêmement intense ou que ça peut complètement te chambouler en tant que personne, d'avoir cette putain de tristesse parce que John m'a quitté, bordel de merde. Ah, le thème de la sécurité. C'est toi qui as parlé de couple. Parce que c'est super facile comme angle, je pense, pour en parler. Et les bruits que vous entendez sont des bruits de chips. Écoutez. Nous sommes des adultes, donc on mange des chips. Mais on est sucré émotionnellement, donc c'est pour ça qu'on se permet des chips. Ouais. Il y a des bananes aussi. Mais je sais pas si, quand tu parles, si je mange une banane, je suis pas sûr que tu vas me prendre au sérieux. Non, ça va. Hier, on était en slip avec Ulysse. Enfin, il y a une semaine, pardon. Parce que oui, on sépare les épisodes. Oui, on est en live. On est en live, clairement. Mais ce que je voulais dire, c'est... Je ne sais plus. Oui, on peut parler du côté sentimental. T'as parlé d'autre chose? J'ai parlé du fait que c'est parfois dur à gérer pour quelqu'un qui ne sait pas gérer les émotions intenses avec tout ce qui est testostérone, œstrogène, je sais pas quoi, sans vouloir faire de machin. Non, mais je veux pas étaler ma confiture de coaching. Je pense juste que ça... Parce qu'il est coach aussi, en plus d'être comédien et en plus d'être biologue. Et, voilà. Voilà. Hashtag. Enfin, mais je veux pas étaler ça. Je dis juste que un truc qui aide, je pense, notamment avec, tu disais, les gens qui ressentent beaucoup d'émotions, qui sont beaucoup submergés par ces émotions. Un truc que moi je kiffe en coaching, c'est notamment tout ce qui est HP et hypersensible. Et donc c'est typiquement des thèmes qui ressortent. Et un truc qui ressort là très fort, c'est l'idée, je pense, et l'idée que se dire, ok, cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'apprend en fait sur moi-même? Je parle pas de la mentaliser, ce qu'on va fréquemment faire. Mentaliser une émotion, ce serait je ressens de la tristesse par rapport à une situation ou de la colère par rapport à une situation, et puis dans ma tête, je vais me dire oui, mais c'est pas sérieux, mais c'est pas grave. C'est pas si grave que, je sais pas moi, que pour prendre ton exemple, qu'il m'ait quitté. C'est pas. Donc ça, c'est vraiment analyser, rationaliser, mentaliser. Je parle pas de ça, vraiment. C'est le réflexe qu'on va avoir. Je parle du fait de descendre. L'émotion, je la ressens où? C'est toute une méthode de coaching, mais je la ressens donc où? vraiment ressentir dans le corps. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma respiration? Oui. C'est un peu la pleine conscience presque, mais donc vraiment aller ressentir les choses et vraiment les écouter. Ça, enfin, c'est ça, hein, oui, c'est ça. C'est ça. Et dans mon bide, quoi, qu'est-ce que je ressens? Et de se dire, au lieu de se dire, d'analyser l'émotion, pas l'analyser. Si vous commencez à l'analyser, moi j'arrêterais vraiment.
mais de se dire plutôt, ok, elle est là. Je ressens quoi? Partir sur quoi, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis joyeux, ça peut être les quatre. Hein. Et surtout se dire, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et si on est hyper émotif et que ça arrive souvent, eh ben on se pose simplement la question souvent, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ça, c'est pas analyser l'émotion, c'est écouter ce que l'émotion t'apprend sur toi. Ah, il m'a quitté, Alors je suis hyper attention, triste. quand il dit qu'est-ce que ça apprend sur moi, il veut pas dire mentaliser, et ce serait pas qu'on va directement dans le mental, sinon c'est juste, On ok, n'analyse cette pas. émotion est là, Oui. tu es là, raconte-moi. Et vraiment laisser l'émotion parler. Est-ce que je comprends plus ou C'est moins ça. la méthode? Okay. Il m'a quitté, je suis triste, j'identifie que je suis triste, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ben, ça m'apprend que j'aimais partager ce type de relation avec cette personne. Pas mentaliser. Et ouais, pas mentaliser. Et pas, c'est pas grave, 1 d'heure perdu, 10 de retrouvé, qu'on cherche toujours d'ailleurs. Mais c'est plutôt se dire comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette relation, qu'est-ce que maintenant je voudrais vivre en fait, en quoi ça m'apprend quelque chose. Et du coup, en fait, tu prends possession de tes émotions. Elles sont à toi. L'autre, il les ressent pas les mêmes, pas de la même manière. Et l'autre n'est pas responsable, il n'est pas responsable. Alerte, je suis pas d'accord avec lui, mais vas-y. De quoi? Alerte, je suis pas d'accord avec lui. Ben vas-y, dis-le ok, maintenant. je dis tout de suite alors. Alors, en fait, de ce que j'entends beaucoup chez Benjamin, et peut-être que je comprends mal, alors au niveau personnel, justement, ce qui moi m'a aidé, c'est pas du tout prendre possession, c'est purement de les laisser parler en fait. C'est partir du principe que ton émotion, c'est un allié et que tu peux pas le contrôler, mais qui vient de dire quelque chose. Et en fait, quand tu dis qu'est-ce que j'apprends sur moi, c'est même pas ça. Moi, ma posture à ce niveau-là, c'est ok, colère, tu es là, j'écoute. Et c'est tout en fait. Et j'écoute dans mon corps. Et je ne vais même pas réfléchir ou quoi. C'est je laisse parler. Et souvent, les idées, elles viennent d'elles-mêmes en fait. C'est les paroles ou les sagesses à apprendre, quoi, elles viennent d'elles-mêmes. Et c'est genre. Et une fois que tu sais que c'est la bonne, c'est à ce moment-là souvent que l'émotion elle part. Maintenant, je sais pas quel est ton vécu par rapport à ça, mais donc c'était juste pour faire la nuance par rapport à ça. Tu gères pas le truc, c'est l'émotion en fait tu la laisses vraiment venir et tu l'acceptes et tu la ressens vraiment intensément. Enfin, pas intensément, mais tu la laisses venir comme elle est. Tu vois, et tu l'acceptes et presque tu lui donnes un câlin, quoi. Et puis du coup, voilà, elle va commencer à te parler. Et là, tu te rentres vraiment dans une interaction avec toi et ton inconscient presque. Et à ce niveau-là, je conseille un film que moi j'ai trouvé fantastique qui s'appelle Inside Out. Je sais pas comment il s'appelle en français, malheureusement. C'est un Pixar, bien sûr, parce que Pixar déchire. Et voilà, en fait, c'est l'histoire d'une fille et qui a 5 émotions et elle se retrouve à devoir déménager. Et en fait, on voit le point de vue, on suit sa vie de cette petite fille du point de vue de ses émotions. C'est extrêmement illuminant, mais je voyais que tu voulais dire quelque chose. C'est très utilisé en atelier philo avec des enfants, ça leur parle à fond. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Ouais, je sais pas c'est qui l'écrivain, mais t'as fait un boulot de malade. Je te respecte, écrivain de ce film. Big merci. up. Big up. Je pense que je peux pas être plus d'accord avec ce que tu dis que la manière dont tu le dis. Je crois que c'est... non, en fait, j'ai complètement fait bugger je crois que... Benjamin parce que en fait, il avait un texte préparé. Ouais, et puis ensuite, ça peut être une intro, ça l'est plus. Donc ça peut être une conclusion à ça avant que tu lises ton truc après. Non, ce que j'allais dire, c'est il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais que je trouve qui est quand même important parce qu'on ne sait pas finalement quel est le questionnement. C'est qu'est-ce qu'un adulte en société? On a parlé de l'aspect intérieur, mais on n'a pas parlé de l'aspect un adulte en société par rapport à ça. Ouais, bonne question. Parce que moi, je pars du principe qu'avant d'être adulte en société et de définir ce que c'est que le rôle d'un adulte... Peut-être que la personne qui a posé la question est tout à fait en sécurité émotionnelle. Peut-être. Peut-être. Je donne juste ma réponse ici, principale. Bien sûr, je serais intéressé d'en parler en société. Et je dis juste que... il y a le temps. Je dis, ouais, mais pour moi, avant d'être adulte en société, de définir c'est quoi un adulte, genre on doit correspondre à la définition de ce que c'est qu'un adulte. Je pense que l'adulte se définit notamment de lui-même et de toi-même, auditrice, en disant qui suis-je comme adulte. Et pour le définir, pour moi, la maturité émotionnelle est un élément clé. Je crois que ce que tu as expliqué, François, je l'aurais pas pu le dire de façon plus claire et plus concise que toi. Et donc oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est l'idée d'accueillir ton émotion telle qu'elle est. Quand je parle du fait de comprendre qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi-même, c'est parce que j'essaie d'apporter un élément de réponse aux personnes qui seraient hypersensibles, hyper émotives, à qui ça arrive souvent, et qui, c'est un feedback que je reçois parfois, dit ouais mais moi du coup je peux pas tout le temps laisser couler ses émotions parce qu'après qu'est-ce que je fais, etc. Et bien, une chose qui peut rassurer une personne qui est mal à l'aise à l'idée d'accueillir son émotion, surtout au départ parce que c'est vraiment un mindset de faire ça, une façon d'aider cette personne, ça peut être de lui dire simplement écoute cette émotion et
qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi-même. Si quelqu'un t'a quitté et que tu es triste, exemple classique, bah, tu ressens que tu es triste, tu le laisses venir et ça t'apprend sur toi-même ce que tu as aimé et ce que tu es triste de perdre d'une certaine manière, et donc tu peux mieux apprendre ce que tu vas rechercher, donc, et tu peux mieux apprendre ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et cette émotion elle est à toi. L'autre personne est responsable tout autant que toi d'une fin de relation, l'autre personne est éventuellement coupable d'une fin de relation, on peut discuter, c'est un autre thème. Seulement la seule personne qui est responsable de ressentir cette émotion, une émotion donnée à un moment donné, bah, c'est la personne qui la ressent, c'est pas l'autre. Celui qui est parti, il n'est pas responsable de la tristesse, il est responsable d'être parti, mais il n'est pas responsable de la tristesse. Et le fait de s'accaparer ces émotions permet de bien comprendre ce qu'elles t'apprennent sur toi-même en fait. Et du coup, ben, on repart vers l'avant, on dit ok, maintenant je suis qui, je cherche quoi, je veux quoi. J'aime bien ce que tu dis. Ça nourrit la sécurité émotionnelle, quoi. J'aime bien ce que tu dis à propos de la responsabilité personnelle. Parce que c'est vrai que, et là pour le coup au niveau adulte, il y a plein d'adultes qui font ça. Mais j'aime bien la responsabilité personnelle, c'est-à-dire, moi je ressens une émotion, je suis responsable de cette émotion parce que j'ai des croyances, parce que j'ai du vécu, et il y a un truc qui peut se passer dans le monde extérieur, et ça peut générer des trucs en moi, mais il n'y a que moi qui peux répondre de ce que moi je reçois en moi. Alors je peux répondre de la même façon, qui est de se dire, c'est de leur faute, c'est pour ça que... Putain, pourquoi je vais sur la tristesse? Ça peut tout aussi bien être le doute. Ah, pourquoi est-ce que je doute? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai de l'anxiété? Mais en fait, c'est nous-mêmes qui l'avons. La seule chose que ce qui se passe à l'extérieur, si je comprends bien ce que tu dis, c'est ça, quelque part, c'est un effet miroir sur ce qu'on a de nous-mêmes. Et donc, ouais, la sécurité émotionnelle serait alors d'apprendre quelque part à se rendre compte que, ok, il y a des trucs qui se passent dehors, mais c'est pas forcément en lien avec moi-même, ou je suis que responsable pour ce qui se passe en moi. Et oui, là pour le coup, il y a plein d'adultes qui ne le sont pas forcément. Exact. Mais c'est aussi qu'on là où... considérerait comme adultes qui ne le sont Exactement, pas du tout. c'est là où j'en viens. C'est pour ça que j'adore l'angle de la maturité émotionnelle et donc la sécurité, c'est parce que beaucoup d'adultes légalement qui ont des responsabilités d'adultes n'ont pas forcément une maturité émotionnelle qui leur permettent d'assumer leurs propres émotions. Combien de fois on entend tu vois, il me rend triste, elle me met en colère. Non, bah non, c'est son comportement, ses actions qui ont sûrement un effet, et cet effet me rend triste. Bah, alors il faut vraiment décoder. Donc quand on dit il me rend mal, donc déjà, est-ce que c'est la personne elle-même ou est-ce que c'est le comportement de la personne? Déjà, là, il y a une séparation. C'est déjà une distinction, ouais, mais ça mériterait un atelier. Ça mérite un atelier. Et en plus, je veux dire, la personne, bah, elle peut avoir des comportements avec lesquels on n'adhère pas, elle peut faire des trucs dégueux, bon ok. C'est juste l'émotion que je ressens, c'est moi qui en suis responsable, c'est mon émotion. Et je peux, en fonction d'elle, puisqu'elle m'apprend des choses sur moi, en fonction d'elle, je peux prendre des décisions en tant qu'adulte. Et ces décisions, ça peut notamment être de mettre fin, puisqu'on a pris cet angle-là, à une relation sentimentale. Cette personne ne me rend pas triste. Avec cette personne, je suis triste. Tu vois la différence? J'adhère pas à ses actions, j'adhère pas à son comportement. J'écoute mon émotion. En fait, la relation n'est pas au service de ma vie. Je veux pas être au service d'une relation. Donc, je décide de plus être avec une personne parce que j'ai écouté mes émotions. Et du coup, je les accapare. Et ça renforce ma sécurité émotionnelle. Le fait de posséder ces émotions me met dans une posture beaucoup plus mature et sûre de moi par rapport à par exemple un couple. Et plutôt que de se dire je pourrais jamais le quitter parce que qu'est-ce que je ferais sans lui, on peut discuter dans plein d'exemples. Effectivement, qu'est-ce que tu ferais sans lui? Mais ce que je veux dire, c'est qu'émotionnellement, c'est toi qui es responsable de tes émotions, punt. Et c'est la même chose pour toutes les autres, avec la colère par exemple. Tu vois, pourquoi dit-on aux enfants ne te mets pas en colère? C'est stupide ce jeu. J'adore cette phrase. Mais oui, ne pleure pas, tu vois. Pire, autre sujet de chronique, et je viendrai sur là, ne pleure pas, tu es un homme. C'est encore plus drôle, quoi. Laissez sortir ses émotions, mettez un cadre, parce qu'évidemment on n'a pas envie de dégommer tout le monde. Bien buvez des bières, hein, ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi. D'ailleurs, on parle d'alcool triste ou d'alcool violent. Pourquoi? Parce que justement, les drogues parfois font sortir ces émotions. Après, c'est peut-être dommage d'avoir besoin de drogue pour les faire sortir. C'est-à-dire tu parlais de l'homme qui peut pas pleurer ou quoi. C'est bon, voilà, moi, je sais pas comment sont tes amis, mais je veux dire, voilà, j'ai des amis, c'est en mode plutôt que de pleurer,
on va se voir, on va boire des bières, on va regarder le match, on va pas se parler. Et c'est juste le fait d'être ensemble et du coup tu gères comme ça ton truc. Mais on est des gros hommes machos, on ne va absolument pas le dire ou quoi que ce soit que tel ou tel truc s'est mal passé. Et donc oui, est-ce qu'on gère ses émotions ou est-ce qu'on rend foule ou est-ce qu'on n'accepte pas ou... Et oui, putain, ça, c'est un grand sujet. Mais j'aimerais quand même aborder la question de... Parce que bon, là on a vraiment parlé pour le coup du niveau intérieur et ok, responsabilité, tout ça. C'est l'orientation que moi je prends personnellement. Oui, clairement. Et elle est fort liée aux émotions, à la sécurité émotionnelle. Et un autre sujet, ce serait donc à l'amour de soi, qui nourrit notamment par la moi je voulais prendre un angle tout à fait différent parce que je me dis qu'il est important aussi. Si tu veux, on ferme cette porte maintenant dans l'intérêt du temps, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres façons de prendre, d'analyser ou de se poser la question qu'est-ce qu'être un adulte. Un truc que je voulais quand même aborder, enfin, je sais pas si on lit ton texte d'abord. Ouais, non, je vais l'aborder comme ça. C'est tout ce qui est rite d'initiation aux adultes. Et donc là, ce qui m'est venu en tête, c'est... oui, c'est autre chose. Donc, on pourrait parler de l'UNIF, mais d'abord, je vais parler des tribus, par exemple, d'Amazonie. Où ce qu'on fait, par exemple, c'est, ok, si tu es un jeune et que, par exemple, je sais pas, on trouve que tu as atteint l'âge, que tu as assez joué ou quoi que ce soit, à un moment... Et donc, tout ce truc, c'est un rituel et c'est vraiment scénarisé. C'est en mode... Tu es avec les mamans et puis les hommes se ramènent et ils te prennent et ils te font prendre des drogues pour que tu hallucines des trucs de malade, mais en même temps et donc il y en a un qui est par exemple habillé en ours et il te fait genre méga peur alors que tu es en train d'halluciner et tout ça, et puis tu dois apprendre à te battre contre lui, tu dois en fait prouver que quelque part maintenant tu as la volonté, et parce qu'en fait ça te prépare mentalement en fait à te tuer, donc ils vont te tuer symboliquement et donc tu le vis comme ça, et donc ça te prépare en fait mentalement à être prêt à remplir ton rôle qui est de guerrier, ou le rôle de guerrier qui est de protéger la tribu, se sacrifier quand il faut parce que tu n'as plus cette peur là, parce que tu l'as vécu dans ton passage d'initiation. Tout ça pour dire quoi? C'est que tu vois, tout ce rituel il est lié à ok, vaincre ses peurs, gérer l'émotion et tout ce que tu veux, la mort, se rendre compte, être prêt à mourir et tout ça, pour ensuite être au service de la tribu dans laquelle tu es, en mode je la défends coûte que coûte, ma vie, mon rôle c'est ça. Et donc bien sûr selon le service que toi tu rends à la tribu dans laquelle tu es, tu as tout à fait une initiation tout à fait différente. Voilà. Et donc je me suis dit tiens, il y a cette notion aussi de passer de la personne qui est protégée par la tribu ou quoi à un membre actif de la tribu qui remplit son rôle, quel qu'il soit, sur base de qui il est, sur base de l'éducation qu'il a eue et de qui, etc. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Je trouve ça génial parce que, je veux dire, on n'a pas en Occident, enfin j'aime pas le terme Occident, on n'a pas dans nos sociétés, on va dire West Europe, pour tous les auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout de la West Europe, on n'a pas... on a un gars du Canada qui m'a fait un like. Cool. Bah, big up si t'écoutes, mec du Canada, j'ai oublié ton... Il peut nous inviter. Ouais. Ah oui, tu peux nous inviter, on va faire une chronique inutile au Québec, ça va être trop cool. Pardon, je t'ai interdit. No stress. On est tous les deux. Je serais ravi d'aller au Canada parce que je pourrais aussi passer sur scène et faire de la Tish Comedy. Tish Comedy in English. Ouais. Hello, I'm Tish. In Brussels, we say... Bientôt d'ailleurs, bientôt, dans un mois. Mais du coup, on n'a pas, je pense, dans nos pays Ouest Europe, on n'a pas de rite initiatique de ce style, à ma connaissance. En tout cas en Belgique. Est-ce que les cercles d'étudiants où on se bourre la gueule... ok, vas-y, pardon. C'est un thème en soi. Après, les bons vieux baptisés disent que si tu veux savoir quel est le sens du baptême, fais ton baptême. Tout ce que je dirais, pour avoir connu un peu ce milieu, tout ce que je dirais, c'est que effectivement, il y a tout un sens lié au fait de devenir adulte et c'est une forme de rite initiatique par rapport à ça. En Belgique, à Bruxelles, celui que moi j'ai connu, et la vision traditionnelle que j'en ai eue, parce que c'est aussi lié aux générations, ça. Mais pour le coup, c'est très très belge la façon dont c'est fait, et c'est vraiment lié à l'acceptation de la honte, de ses choix, je vais le dire comme ça. Okay. Un mot intéressant pour parler d'adultes aussi. À part ce genre de choses, je vois pas trop de rite initiatique en Europe. Je pense que c'est là où le fait d'avoir un âge, c'est nécessaire au niveau structure de la société et l'égalité, ça j'entends. Mais après avoir un âge, voilà, tu as 18 ans, tu peux voter, tu es mature sexuellement. Je pense qu'au bout d'un moment, ça a ses limites.
ça apporte, c'est pragmatique, mais en même temps, ça apporte une structure. Mais en même temps, il n'y a pas ce rite, justement, il n'y a pas ce passage à l'âge adulte. Et c'est intéressant de se dire que dans d'autres cultures, comme tu les mentionnes, on va jouer sur justement ce qui fait peur et sur le rôle de l'enfant, l'adolescent qui devient un adulte. Et on va faire un lien entre le petit François et le François Le adulte. François ado qui veut rester ado, mais qui en même temps veut être un adulte, mais sait pas ce que c'est. Et du coup, on va bien lui donner une grosse sorte de claque, en fait. J'ai l'impression que ce que j'avais décrit, c'était ça, quoi. Maintenant, je sais pas exactement comment fonctionne les baptêmes. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans beaucoup de thérapies, par exemple, d'adultes qui vont mal dans leur peau, qui n'accueillent pas encore leurs émotions, on va en général remonter sur les sources de ces émotions. Et une façon de remonter dans le temps sur les sources de ces émotions, c'est notamment de remonter dans l'enfance. Je parle des thérapies typiquement Europe, par exemple. Donc c'est super marrant de voir que nous, quand on veut travailler sur la maturité d'un adulte, on remonte dans son enfance. Ouais. En fait, c'est drôle. Hein. Et pourtant, on distingue l'adulte de l'enfant. Mais on a besoin de parler du petit François quand on veut parler de la maturité du grand François, de ses obstacles dans la vie. Et dans d'autres cultures, on va partir de l'enfant, si j'entends bien ce que tu dis, et alors avec un rite, on va l'inviter à passer vers l'âge adulte. C'est quand même marrant que les transitions se fassent dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si ces rites sont nécessaires, sont sine qua non, mais je pense qu'ils jouent un rôle intéressant. J'aime pas l'idée de les imposer à l'enfant, et d'un autre côté, je pense que c'est intéressant, comme dans toute chose, de donner un cadre à un enfant, et que quand l'enfant passe à un âge adulte, et puisse-t-il être à 18 ans, et ben que le cadre change, mais qu'on l'accompagne dans ce cadre, et qu'on lui explique en quoi le cadre est différent. Parce que comment est-ce que l'enfant peut prendre possession du cadre s'il lui est imposé sans aucun chemin, disons que là, ce que peut apporter un rite, quoi. Disons que j'ai pris peut-être un exemple extrême, mais allez, le mot safari, chez l'Africain de l'Ouest, tu vois, c'est le voyage en fait. Et donc un truc qu'eux ils font là-bas, c'est qu'une fois que tu as un certain âge, que tu as appris à chasser, que tu as appris... donc là c'est tout à fait accompagné. Il était tout à fait normal pour certaines de ces tribus que le jeune en fait, il parte en safari, c'est-à-dire et il va en fait en voyage, seul, découvrir toutes les différentes tribus et donc dès qu'il arrive dans une autre tribu il dit je suis en safari et tout et ils comprennent la symbolique et tout, ok t'es en mode découverte de toi, ton rôle, de qui tu es, ce que tu veux, on lui donne un petit signe du genre il est passé par chez nous et selon le plus que t'as été visité, donc en fait d'une certaine façon le plus de rites comme ça de tests que t'as été faire un peu partout, ok on voit on voit que t'as que seul en fait tu es arrivé à faire plein de choses et donc ça alors une fois que tu reviens, parce que l'idée c'est de revenir bien sûr, c'est genre tu t'étais devenu un adulte parce que tu as été voir ces différentes tribus, voir comment ils fonctionnent, t'as réussi leur test, et puis ensuite il y a tout l'aspect diplomatique aussi ensuite entre toutes ces tribus et tout ça. Et donc oui, là j'avais pris un exemple très radical où c'est en mode on te drogue, on te fait peur, tu rends compte de ta responsabilité, mais là pour le coup c'est un exemple qui est plus soft, j'ai l'impression, parce que c'est l'ado lui-même qui choisit quand il fait ce voyage, tu vois. Voilà, il y a le mot, j'adore, il y a le mot voyage. Je pense que justement c'est l'idée moi j'aime bien le mot chemin, mais c'est la même chose. Il y a l'idée d'un chemin parcouru, quoi. Et c'est super chouette de voir que en fait je trouve ça vraiment drôle, chouette et décalé de voir que dans nos cultures européennes on commence enfin, quelque part c'est positif, on commence enfin à se poser des questions au niveau des développement personnel qui remontent jusqu'à comment est-ce qu'on pourrait repenser l'éducation. C'est aussi ça les ateliers dans les écoles, c'est aussi ça les débats. Et quelque part, c'est amusant de voir, c'est ça que je voulais dire, que l'esprit critique, on va le mettre dans des livres en Europe, donc ça restera assez mental. Et qu'on voit certaines autres cultures comme des sauvages, alors que dans ces autres cultures, il y a la notion d'un voyage. Et donc c'est un chemin, littéralement, physiquement, le jeune va physiquement faire le chemin qu'on l'invite à faire, quelque part émotionnellement et mentalement. Parce que ça va lui apporter des tas de choses, et ce sera son parcours. C'est pas dans des bouquins, et quelque part ce qu'on fait en Europe, que je trouve génial, hein, j'insiste, ils le font depuis très longtemps, dans plein d'autres cultures. Et pour faire un petit lien avec ce qu'on a dit sur les émotions, typiquement le fait d'écouter ses émotions, il y a un truc génial, tu sais, François, grand prêtre, que ça m'est cher. Et ce truc est fait notamment en Afrique et dans plein de pays.
Ça commence avec un D. Ça commence avec un D. Ça se termine avec un E. Avec un E et Le entre, il y a deuxième lettre, ans. c'est A. Ouais. Ouais, et c'est quelque chose qui permet justement d'écouter ses émotions, son corps et pas son mental. Donc voilà, quand on dit que les Noirs ils dansent au lieu de travailler, c'est bizarre. Nous on se retrouve avec plein de travail à 50 ans et on sait pas qui on est ou ce qu'on doit faire. Je sais pas si. On achète une petite moto, on quitte sa femme et puis on va faire un voyage en moto. Ouais, bah tu travailles pour payer ta voiture et tu prends ta voiture pour aller au travail. C'est logique. C'est logique. Moi, je parlais de la crise de la quarantaine, tu vas acheter la petite moto ou le petit voilier, et puis genre, ouais, maintenant je redécouvre qui je suis et je fais mon propre chemin. Et pour le coup, c'est pas juste des hommes, hein, ça peut être une femme qui se dit, je me fais chier dans ce mariage, je me sens pas m'épanouir. Et à tout âge. Ouais, et à tout âge, je pense qu'il peut y avoir des âges clés en fonction des expériences auxquelles on est confronté. Après, de nouveau, on y est confronté parce que structurellement, dans la société, il y a des choses qui viennent à certains âges avec une forme de pression sociale, comme une maison, un enfant. Mais je trouve ça génial que dans ces cultures, il y ait une notion de voyage. Je dis pas que c'est un passage obligé, que c'est un rythme imposé, ça dépend de quelle culture. Je dis pas que c'est tous les sauvages qui font quoi. En fait, chaque tribu a son machin, et j'ai dit 2 exemples pour le moment. Mais oui, mais ce que je trouve génial, c'est finalement cette démarche-là. En tout cas, le voyage, je sais pas pour les rites qui seraient, comme tu dis, plus imposés, parce que c'est vraiment sauvage. Pour moi, la question, poser la question, c'est y répondre. Moi, je trouve ça d'une maturité énorme de permettre à un jeune de faire son propre parcours quand il est jeune et de se découvrir, quoi. C'est ce que font certains jeunes en Belgique. C'est l'idée des Erasmus. Ouais, c'est ça, les Erasmus, les visas vacances-travail, les trucs comme ça, c'est un peu cette idée-là. C'est juste que ça a encore un reflet de vacances. Travail. D'étudier des scores et des points. Oui, ou de vacances, voyage dans le sens vacances. Mais l'idée, c'est vraiment d'un voyage intérieur, quoi. Et là, tu le fais juste physiquement. Et ça va t'amener à rencontrer des gens et ça va t'amener aussi à te poser des questions parce que tu es confronté à toi-même. Tu peux le faire en restant en Belgique, en faisant des choses, en allant bosser en faisant direct. un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Ouais, l'idée, c'est juste de te poser la question vers quoi est-ce que je vais, quelles sont les choses que j'aime, quelles sont les choses que j'aime pas maintenant, et de faire un premier petit pas. J'aimerais bien raconter on a le temps, de mon vécu un peu personnel. Tu parlais de voyage intérieur et c'est marrant parce que un des premiers choix. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Pardon. Mais un voyage, voilà, que moi, en fait, j'ai l'impression que la première décision que j'ai vraiment prise pour moi-même, qui n'était pas en lien à d'autres, donc que ce soit autre, je vais faire ça parce que comme ça, je fais pas ce qu'ils me disent, donc en fait, je fais une décision par rapport aux autres, ou je fais ça parce qu'on me dit que je dois le faire, mais une décision que j'ai vraiment prise pour moi-même en mode, tiens, ça c'est ce que le moi il veut que je fasse, c'était de m'inscrire à l'examen d'entrée au conservatoire, tu vois. Et c'est marrant, c'est un truc qui s'est fait quand j'avais 23 ans, 24 ans, tu vois. Et je me suis dit, ça c'est en fait la premier truc que j'ai vraiment fait, où je me dis, ça c'est quelque chose que je fais pour moi, qui n'est pas en relation avec les autres, tu vois. C'est quand même bizarre de se dire, je veux me transformer et donc je vais au conservatoire. Enfin, soit. Merci. Et donc c'est marrant parce que tout ça, ça a créé tout un chemin où j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à avoir une perception différente de la vie, voir qu'il y a moyen de vivre la vie de plein de façons différentes, et j'ai commencé à relativiser et voir, tiens, où est-ce que moi je me positionne par à ça, et j'ai commencé moi-même à me trouver finalement mes propres valeurs sur, tiens, je suis qui et vers quoi j'ai envie de moi aller. Et donc, ça a été ta façon à toi de faire ce chemin. Et l'idée, c'est que le chemin, il continue. Hein. Je veux dire, non seulement le chemin, on n'est pas arrivé, quoi. Non. Et je crois qu'on n'arrive jamais, fondamentalement. La personne qui dit, moi, j'ai trouvé mon rôle dans la vie et j'ai trouvé là où je suis, c'est un peu dommage pour elle parce qu'elle n'explorera plus rien d'une certaine façon. Et donc, voilà, la personne qui pose la question, c'est quoi un adulte? Je sais pas, c'est peut-être un voyageur, quelqu'un qui a... Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, voilà, ça, c'est ma proposition. Oui, parce qu'en même temps, c'est ta vision des choses. L'idée, c'est que chacun puisse avoir la sienne, que ce soit ça. Toi, c'est le côté artistique, si j'entends. Mais il y a des personnes qui souhaitent aussi de bosser. Il y a plusieurs versions de l'histoire. Donc, finalement, il faut s'écouter pour savoir. C'est ça qui a la réponse. C'est toi-même, et tu l'auras en faisant des expériences, tu l'auras en rencontrant des gens, tu l'auras en t'écoutant toi-même et surtout tes émotions, et aussi ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas faire, et en faisant un premier petit pas, une première chose que tu puisses faire pour toi, pour te découvrir, pour toi. Et de se dire, voilà, est-ce que ça vraiment, je me sens bien quand je le fais, est-ce que ça fait sens pour moi? J'ai une citation à ce niveau-là, parce que j'aime bien faire le gars avec des citations. C'est, je sais plus quel écrivain a dit ça, mais il disait, moi, il y a deux jours importants dans la vie.
c'est le premier jour, c'est le jour où tu es né, et le deuxième jour, c'est le jour où tu apprends pourquoi. J'essaye encore une fois de ramener ça au thème du service. C'est que bon, ensuite, tu as fait le premier pas, tu as un peu découvert qui tu es, tu as découvert tes aspects positifs et tout ce que tu veux. Et quelque part, quand je parlais de voyage et de revenir, tu vois, hein, donc tu reviens à ta tribu, c'est quelque part, c'est pas juste un truc personnel et individuel comme, enfin, je propose. Par contre, tout ça, c'est mes visions. C'est pas juste quelque part, tu vas faire ton chemin personnel et t'apprends à te connaître toi, mais c'est aussi apporter quelque chose, rapporter quelque chose à ta tribu, qui soit positif et que tu apportes quelque chose à eux. Et donc oui, là pour le coup. On s'imagine parfois que c'est payer des impôts, être un bon adulte, ou je sais pas moi, ou ouais, avoir un enfant, ou payer sa maison et quoi que ce soit. Mais ça peut être beaucoup de choses. Alors, voilà, moi par exemple, le chemin que j'ai suivi, c'est l'art, la transmission. Toi, par exemple, tu as suivi le coaching, l'humour, tu vois, tiens, j'apporte ça. Et aussi la biologie, hein, si je comprends bien. Mais c'est aussi apprendre ça, ok, quels sont les trucs qui me passionnent moi. Et du coup, comment je peux utiliser ma passion pour quelque part apporter quelque chose idéalement positif aux gens qui sont autour de moi. Bah, c'est ça, je veux dire, moi je le fais pour les deux. C'est évidemment égoïste et encore heureux parce que grâce à ça, je réponds à mes besoins. Et dans les carrières que je mène, ça me permet d'ailleurs, transition, mais il y aura bientôt beaucoup de carrières à mener avec toutes les mines d'Amazonie. Mais dans les carrières que je mène, ça me permet à moi de me sentir bien dans ce que je fais. Et évidemment, l'idée, c'est de le partager et de faire en sorte que je puisse apporter quelque chose aux autres. Et les autres, après, ils vont me donner d'autres idées. Et c'est comme ça que je fais mon propre chemin en tant qu'adulte. C'est parce que dans toutes ces réalisations, je me sens bien. Parce que c'est un reflet de moi-même et j'aime bien ce que je fais. Et si j'aime pas, s'il y a des choses que j'aime pas, j'écoute et je regarde, ok, qu'est-ce que ça m'apporte quand même de les faire, même quand je les aime pas. Qu'est-ce que ça enseigne sur moi du fait que j'aime pas cette tâche-là. Dans tous les jobs, il y a des choses qui est possible que je n'aime pas. Et donc, c'est comme toi avec l'art, ou c'est comme avec l'humour, effectivement. C'est limite thérapeutique parce que tu es vraiment dans le mood, je suis en train de faire quelque chose qui me parle, et en faisant quelque chose que j'aime, qui est donc évidemment égoïste, je me sens bien dans ce que je fais, et donc je le fais bien, parce que j'ai envie de le partager. Et ça, c'est hyper communicatif. Et à ça, je voudrais donc ajouter aussi, avant, au Moyen-Âge, il y avait le concept des guildes. Je vois Benjamin faire oui de la tête. Pourquoi est-ce que j'aborde ça? C'est que quelque part, ok, tu as trouvé ton toi. Enfin là, je parle directement à l'auditeur, auditrice qui nous a posé la question. Tu as trouvé peut-être ton truc qui te parle à toi, mais souvent, on réalise très peu de choses seul. Et ce qui est alors intéressant, c'est d'aller trouver les gens qui sont tes semblables ou qui sont sur des quêtes plus ou moins similaires. Et donc aussi trouver des mentors, des profs et tout ce que tu veux, qui du coup peuvent t'aider aussi à avancer dans ce chemin, quel qu'il soit. Alors pour le gars qui aime bien la banque, c'est d'aller trouver des banquiers hyper doués. Pour le gars qui aime bien l'humour, c'est d'aller traîner avec des comédiens. Pour le gars qui aime bien la musique, c'est d'aller traîner avec des musiciens. Pour le gars qui aime bien faire de la plomberie, c'est d'aller trouver des autres plombiers, tu vois. Et oui, donc et voir quel est le chemin que eux ont accompli et qu'est-ce que je peux apprendre d'eux. Et puis ensuite se distancier ou pas, mais être au service de ces gens-là et puis aider et voir comment je peux aider tout ça. Bien sûr, là, je prends l'exemple de Greta, qui par exemple est peut-être un exemple hyper développé, qui en gros, elle a trouvé son sujet qu'elle maîtrise. Je crois qu'elle a gagné un prix pour un texte qu'elle a écrit ou quelque chose comme ça. Pardon, je maîtrise pas du tout le sujet. Mais du coup, ensuite, voilà, elle s'est rendue compte, ah tiens, tout ce qui est sujet environnement, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, elle se met au service, elle rencontre d'autres gens et elle a des discussions avec tout ça. Tu vois, il y a l'aspect mission qui est... je vais faire une analogie. Il y a l'aspect mission qui est personnel, qu'est-ce que moi j'aime faire, et puis tu as l'aspect transmission qui est la mission qui me dépasse moi, dans laquelle moi et ma mission, je m'inscris. Qu'est-ce que ça t'inspire? Là, ce dont tu parles alors ici, c'est la recherche de qu'est-ce que je fous sur cette terre et qu'est-ce que je veux faire. Ici, c'est quoi mon rôle? Et je pense qu'effectivement, être adulte et être en chemin, si je fais un petit summary de où on en est, on a parti du côté être adulte se définit notamment par la maturité. La maturité se définit, la responsabilité, être responsable déjà de ses propres émotions. Et donc, comment? En les accueillant, en apprenant donc des choses sur soi. Il y a des façons de le faire, notamment les rituels. Ce serait peut-être intéressant de voir comment nos jeunes peuvent avoir ce forme de rituel pour apprendre qui ils sont. Il y a de multiples façons de faire, que ce soit le voyage, quelque chose de plus franc, les universités pour ceux qui ont la chance et l'envie d'y aller,
ou d'autres découvertes, l'artistique, la famille. Tu as aussi mentionné les rencontres qu'on peut faire, aller voir des gens qui travaillent dans un domaine dans lequel on souhaite travailler et de voir ça non pas seulement comme un travail mais comme un projet de vie, et que le fait d'être en chemin vers ce projet de vie avec une tendance est le fait d'être en chemin vers l'adulte qu'on a envie de devenir. Et donc il y a vraiment cette notion de voyage au niveau philosophique, et je pense que qu'est-ce que je peux dire sur ce que tu dis là, qu'est-ce que ça m'inspire, c'est que c'est un chemin, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais c'est un chemin permanent, et que le fait d'être le fait d'aller vers un but qu'on s'est fixé, pour reprendre ton mot, la mission qu'on se donne, nous donne un sentiment de sens, et le sens va nourrir le bien-être dans ce que je fais. Du coup, comme je disais avant, ce que je fais qui est égoïste est aussi pour les autres, et en fait j'ai l'impression de poursuivre un but. J'ai l'impression de poursuivre d'aller vers sans que ce soit forcément obsessif, mais d'aller dans la tendance vers une mission de vie que je me donne et qui a le droit de changer. Et fort de tout ce qu'on vient de synthétiser et de tout ce parcours, moi je définis dans mon voyage vers où je veux aller. Et en définissant vers où je veux aller, je définis la personne que je souhaite devenir, en m'écoutant et en acceptant déjà la personne que je suis. Et le lien entre la personne que je suis et ce vers quoi je veux aller, toujours en écoutant mes émotions et sans me mentir à moi-même, ce lien et ce chemin définit l'adulte que je suis en train de devenir. Et donc finalement, qu'est-ce qu'un adulte ? En société, on n'a pas encore répondu à cette question. On l'a abordé d'une certaine manière. Disons que moi je l'ai abordé du point de vue de trouver sa place et comment, mais par rapport à qui on est soi-même. Oui. Et je l'ai abordé sans comme que ce soit ça. Délétère pour les autres, oui. C'est ça. Après voilà, le fait déjà de l'être par rapport à soi-même va déjà peut-être permettre qu'on ait une société avec plusieurs petits adultes. Serait pas mal. Ce serait pas mal. Et du coup, le fait d'être dans ce chemin, dans cette transition, de poursuivre cette mission de vie, fait simplement qu'on est face à des gens qui sont beaucoup plus driven. Driven, ça veut dire quelqu'un qui sait vers où elle va, qui a pas l'ambition, mais qui est sûr, non pas sûr de soi non plus. Qui sait pas forcément, mais qui y va, déterminé. Quoi. Voilà, je sais pas forcément exactement quel est le résultat que je vais avoir, chose qui obsède beaucoup les adultes. Je sais pas forcément quel est, c'est mon point de vue, mais je sais pas forcément quel est je peux peut-être ne pas définir exactement la mission totale, mais je sais que j'y vais. Je sais que je vais vers... Et en chemin, je suis en train de définir ce que c'est, ce que je veux faire, et donc je me définis aussi quel type d'adulte et quel type de personne je suis par rapport à ce que je fais en chemin, et en écoutant aussi la personne que je suis, ses capacités d'après ses émotions. Et c'est ce parcours qui me définit en tant qu'adulte et qui me donne quelque part un rôle dans ma vie et un rôle dans la société. Et donc on espère que si tout le monde fait ce chemin, chaque personne puisse du coup se compléter les uns les autres en ayant chacun un objectif, quoi. C'est vers quoi je vais maintenant et qu'est-ce que ça en dit sur moi. Et j'aimerais aussi faire une grosse virgule. Tu l'as énoncé, mais je veux vraiment aussi que ce soit clair. Quelque part, cette mission, il n'y aura jamais de réponse ultime et ça peut changer tout le temps. Pourquoi je dis ça ? C'est que je me rends compte pour moi-même que j'ai eu plein de missions et je croyais toujours que c'était ah ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et puis j'arrive à un certain stade et je me rends compte, ah tiens, j'y suis arrivé là maintenant, mais maintenant il y a autre chose qui m'appelle, et c'est justement savoir entendre ces appels qui viennent via les émotions, qui viennent via les rencontres qu'on peut avoir, les synchronicités, si vous croyez dans ce genre de conneries bizarres qu'on peut avoir et tout ça. Et c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de réponse concrète et que justement quelque part la réponse concrète, elle enferme. Parce qu'on se dit par exemple, ah moi je ne suis qu'un musicien, et quelque part on se limite alors qu'on pourrait être plus que ça, et peut-être que justement le fait d'être musicien ça nous apprend quelque chose, mais ensuite il y a un autre appel qui nous dit ah mais non, il faut peut-être faire de la radio aussi, et puis ça nous amène vers autre chose, ah mais non, il faut peut-être faire de l'humour aussi, et puis alors on est musicien, radioiste, humoriste, et puis et ainsi on crée aussi ça. C'est-à-dire que la mission peut changer au fil du temps, et donc il ne faut pas oublier ça. Alors c'est peut-être déprimant pour certains qui disent « Ah, j'aimerais bien avoir la réponse concrète de c'est quoi un adulte ». Et oui, en fait, on est un peu naze parce qu'on te dit « Bah écoute, il faut définir ça pour toi-même, va voyager, apprends qui tu es, et puis ensuite tu définiras ça toi-même, et au fond, ça va changer tout le temps ».
mais quelque part, et j'ai bien aimé ce que tu as dit au niveau de la posture. C'est un choix personnel qui, pour moi, sépare l'adulte de l'enfant par rapport à la responsabilité de soi et du coup sa responsabilité par rapport aux autres aussi. Et voilà. Oui, et comme tu disais, c'est la notion de finalité. Je peux me fixer des objectifs pour arriver à un résultat. Si je veux vraiment avancer de façon concrète dans la mission que je me donne, et que ça va me permettre de me définir en tant qu'adulte, de me dire que bah oui, en tant qu'humoriste, j'ai fait telle salle avec autant de personnes dans un an. Je peux me fixer des objectifs. Bien sûr, ça nourrit l'ambition. Et l'ambition est géniale dans le cadre d'une mission de vie. Ce qu'il y a, c'est que la finalité, si elle est une obsession, finalement, elle nous fait oublier le chemin. Or, c'est en se concentrant sur le chemin qu'on va arriver à ce résultat. Je veux ce résultat, je me le donne. Ok, comment est-ce que je fais pour y arriver? Et c'est évidemment le comment qui est intéressant. Après, si on n'arrive pas exactement à ce résultat, c'est là où je sors du côté aux finalités. Ou même aucun résultat. Hein, ou aucun résultat. Parfois, oui. foirer est aussi une c'est grande leçon sur résultat. foirer. Ah oui, c'est un résultat. Oui, quelque part. Mais donc pas juste résultat positif. C'est ça. Je veux dire, un échec n'est qu'une réussite qu'on appelle autrement dans pas mal de situations, au moins. Et donc, c'est l'idée d'accepter que je ne suis pas obsédé par le résultat de là où je vais, mais c'est là que je veux aller. Et si je veux vraiment que ça se passe, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se passe? Qui est responsable de ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? C'est ça une posture d'adulte. Ça sent le côté chef de projet, c'est une façon de voir l'adulte aussi, mais la maturité consiste là-dedans, à accepter toutes les émotions que je vais ressentir au cours de ces étapes, accepter ce que ça va me faire, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, et à accepter le fait que c'est un chemin que j'entreprends pour arriver à un résultat, et que si jamais j'arrive à ce résultat, eh bien ce sera, on va dire très généralement, une réussite. Je prends le mot réussite par rapport aux objectifs que je m'étais fixés avec moi-même. Et si jamais j'y arrive pas, les émotions que ça va générer chez moi, j'en suis responsable, et c'est là que joue la maturité émotionnelle, et le fait d'écouter ce que ça fait chez moi et d'être en sécurité, même si je suis pas arrivé exactement là où j'avais dit que je voulais arriver pour n'importe quelle raison, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et c'est là où un adulte pour moi n'est pas seulement défini comme un chef de projet qui va arriver au résultat que il ou elle s'était fixé. Non, parce que si c'est pas le cas et que t'as pas arrivé à ça, si c'est le cas mais que émotionnellement là j'ai vraiment envie de nuancer pour le coup, même si tu arrives à ton but, si quelque part tu n'as pas écouté tes émotions, que tu ne t'es pas écouté toi-même en allant vers ce but, tu te retrouves chef d'entreprise à 50 ans, mais hyper burn-outé avec plein d'ennemis autour de toi. Et quelque part, tu sais pas te kiffer toi-même. Alors je dis pas que tous les chefs d'entreprise sont comme ça. Je dis juste il faut se rendre compte que voilà. Et c'est là que je recontextualise l'échec. Quelque part, ok, que ce soit la réussite ou l'échec, il faut constamment savoir s'écouter, constamment, pas obligé, mais bon, il faut savoir s'écouter soi-même et se rendre compte, est-ce que je suis sur le chemin que j'ai envie d'être? Et justement, la réussite, à ce niveau-là, pour moi, ça peut être le pire ennemi, parce que justement, tu es en train de réussir dans ce que tu fais, mais du coup, tu te dis, ah mais oui, je fais le bien, mais du coup, tes émotions, elles sont peut-être pas en accord, mais parce que tu réussis, tu dis, mais oui, je réussis, donc ça veut dire que je suis sur mon chemin. Mais alors que peut-être que quelque part, ton toi le plus profond, il t'amène à une autre direction. Et là où c'est ça que moi je trouve très dommage, c'est que quelque part, on attend toujours l'échec pour se remettre en question. On attend qu'on reçoive une claque pour se dire, ah putain, on devrait peut-être faire quelque chose. Par exemple, pour l'Amazonie, on attend que l'Amazonie brûle avant de se dire, putain, qu'il faudrait peut-être penser... Je fais beaucoup référence à l'Amazonie, tiens, je me demande pourquoi. Ouais, c'est un endroit où demander du feu fait mauvais gens. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est juste ça, c'est apprendre, même que ce soit réussite, pas réussite, que le but soit là, ou qu'il soit à gauche, ou qu'il soit à droite, qu'il soit dans l'art, ou dans la réussite, dans les études, ou quoi que ce soit, quelque part, on s'en fout, c'est qu'est-ce que ça me raconte sur moi. Et du coup, quelles sont les espèces de réponses profondes qu'on peut avoir sur « Ah, moi, je suis quelqu'un qui aime apporter la joie. Moi, je suis quelqu'un qui aime apporter de l'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui aime apporter la paix. Moi, je suis quelqu'un qui aime apporter de l'ordre. Moi, je suis quelqu'un... » Voilà, ça, c'est quelque chose de très abstrait, mais ça peut être fait partout. Je peux amener de l'ordre chez les humoristes et les aider et leur écrire un livre sur comment faire du stand-up, par exemple, tu vois. Et là, ton toi le plus profond ou tes compétences les plus profondes, elles ressortent. Mais elles peuvent ressortir dans n'importe quoi où tu te places. Voilà, je voulais juste nuancer ça parce qu'il disait des trucs et moi j'étais pas d'accord et donc voilà. Scandale. Non mais je te remercie de partager. Oui, ce que je veux juste dire, c'est que si on n'arrive pas, ou si on arrive, peu importe, au résultat qu'on s'était fixé, à l'objectif qu'on s'était fixé, donc si le résultat, qu'il soit positif, négatif, échec, pas échec, peu importe, mais à un moment donné, c'est effectivement, j'essaie de faire un lien
j'essaie de faire un lien avec la notion d'un adulte qu'on définit de multiples manières ici. Et finalement, c'est peut-être une bonne conclusion. Il y a plusieurs... En fait, on peut faire des liens entre les différentes choses qu'on a énoncées. Il y a plusieurs façons de définir un adulte. Yes. On a parlé du chef de projet, celui qui se... Certes. Il y en a certains qui disent que tu deviens adulte une fois que tu sais faire des enfants. Va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a des strings taille 12 ans alors. C'est pas pour faire du big board, non. Mais du coup, ce que je voulais... bugué, je crois. Parce que maintenant, je pense à un string taille 12 ans. Mais du coup, on parle de l'adulte chef de projet qui arrive à quelque chose, c'est une façon de le définir. En général, c'est souvent associé à... c'est un adulte responsable. Il prend des initiatives, il fait des choses. Oui. Challenge que je vais porter ici par rapport à cette définition. Thème de chronique. Est-ce une définition genrée? Est-ce une définition... Genrée, le challenge pour toi? Non, du chef de projet. L'adulte qui prend ses initiatives et qui arrive à ses résultats. Est-ce une définition à laquelle on donne beaucoup de couleurs masculines? Chose qui me chatouille personnellement, mais thème de chronique. Mais donc, les femmes réalisent des choses aussi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et les non-binaires aussi. Et les gays, les LGBT, vous êtes mes potes, on vous aime. Les non-binaires réalisent même plus de choses, parce que les autres en réalisent nous deux. C'est ça, ils réalisent 0,1, les non-binaires, ils ont tout entre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs manières, donc, si on conclut, de définir un adulte. On a parlé de la personne qui arrive à quelque chose, notamment cette approche de chef de projet qui arrive à des résultats, et on parle aussi du fait qu'arrivant ou non à ces résultats qu'on s'était fixés, il y a aussi ce que nous disent nos émotions, en quoi j'accueille ce que ça me fait finalement d'y être arrivé ou pas, en quoi est-ce que je m'écoute en chemin, et ça c'est une question de maturité qu'on a déclinée ici comme maturité émotionnelle. Pour moi, ma posture, ce serait de voir surtout un adulte par rapport à ça, par rapport à comment cette personne se sécurise émotionnellement, en se donnant de la confiance en soi, en se donnant de l'amour de soi. Autre thème de chronique. Pour l'adulte. Ouais. Sécurité émotionnelle. Étape 2. Et on a donc c'est déjà deux définitions. C'est déjà la partie. On a parlé de la part projet, on a parlé de la part émotion, on a parlé de la part légalité, évidemment l'âge légal, mais ça c'est plutôt une façon de structurer la société. On a parlé des initiations aussi. Et on a parlé du voyage, la notion de transition vers quelque chose. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de manières de voir ce que c'est qu'être un adulte. Et effectivement, on parlait de service et tu parlais de sexe, de sexualité. C'est aussi une façon de définir un adulte qui, pour le coup, peut vachement changer tout au long d'une vie. Un vieux, par exemple, n'est plus sexuel. Sauf s'il a des pilules bleues. Pour autant, n'est-il plus adulte? Bonne question. Je t'invite à lire ton texte. Hein. Ce sera un bon petit wrap-up. Voilà. Qu'est-ce qu'être un adulte? Est la question posée par une auditrice. Signe que l'émission devient culte. Culte écrit avec un K pour que je sors un peu du sujet. Ouais, c'est pas grave. Ou qui sait qu'on a là de la graine d'animatrice. J'aurais aimé la voir ici, expliquer ce qu'elle dit. Je comprends, petite pièce sale, étage numéro 16. Elle n'aurait peut-être pas été très à l'aise. Et puis, avec un mec comme François Amani. Ah, être adulte. Par où commencer? Déjà, par être majeur. Et comme on dit, vacciné. Mais c'est un autre sujet. Bien que ce critère ne soit peut-être pas rassembleur. En effet, l'âge diffère selon les pays, et selon la culture, et la pédophilie, mais c'est un autre sujet. Blague à part, je ne suis pas ici pour parler des Belges, mais de ce qui définit un adulte, blanc, noir ou beige. Majeur selon l'âge, il fallait bien faire un choix. C'est d'ailleurs celui auquel on est censé enfin utiliser ce doigt. Regardons pourtant les ados. Certains en savent déjà long sur la question du clito. Par exemple, au resto, la serveuse qui avait encore ses couches, ni une ni deux, elle me dit « Voulez-vous une mise en bouche ?» Tu dérives, Tiche, c'est pas très malin. Ah, excuse-moi, je suis comédien. Une excuse que j'utilise souvent. Être adulte, dit-on, c'est avoir des responsabilités. Pas étonnant que les ados ne le veulent pas, vu comment c'est présenté.
Un enfant, à son échelle, en a déjà. Par exemple, je fais chier maman parce qu'elle trompe papa. Avoir des responsabilités, être responsable, voilà une distinction qui, que nous pouvons déjà mettre ici sur la table. Ou est-ce une façon de dire avoir un travail ? Là-dessus, le monde est plutôt une canaille. Qu'est-ce qu'un emploi ? Si pour définir l'adulte, on en fait l'emploi. Alors, que dire des enfants soldats ? Notre société encourage-t-elle d'ailleurs la vie adulte mieux qu'hier ? Ou simplement encourage-t-elle l'adultère ? Être adulte, est-ce le fait d'accomplir ses projets ? Hashtag Greta Thunberg se fait bien salir parce que elle le fait. Faire et défaire, le lot des politiques autant que des gosses. Alors, la suite dans les idées définit-elle un adulte précoce ? Une responsabilité est parfois assortie d'un pouvoir. Être adulte serait peut-être l'exact inverse. Parlons-en pour le savoir. Les chroniques, la philo, le débat, l'esprit critique définit l'adulte à la fois. Voilà une autre caractéristique, la richesse de langage, bien que les enfants soient parfois les plus sages. Les adultes se cacheraient bien derrière l'idéal du résultat, alors qu'être adulte, pourquoi pas, est un chemin. Et si finalement on commençait par soi ? Pas soi, François, l'animateur grand prêtre bazar. Je mélange pas tout, sinon on est là jusque ce soir. Et si finalement on commençait par soi ? Être adulte, être mature, une sécurité qui soit. Maturité émotionnelle, consciente et assumée. Se définir et non définir l'adulte et ses choix. Voilà une posture, être une personne qui se connaît et qui y va. C'est en tout cas celle que je prends aujourd'hui pour démarrer. Du coup, pour conclure. C'est en tout cas celle que je prends aujourd'hui pour démarrer. L'analyse et la discussion sur les têtes grises. Et je te propose, auditrice, toi-même, d'y répondre comme chacun. Ton ami, le chroniqueur, Benjamin. Yeah. Ouais, bah c'est parfait. Hashtag prêtre à porter dans l'émission coûte que chronique inutile. Hashtag Tiche, likez ma page Tiche Comedy Show sur les réseaux. Ah, on avait dit pas de publicité. Désolé, je fais une crise d'ado préméditée. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter. C'était cool, j'espère que vous avez apprécié, même si c'était que pour une personne. Et en fait, on a quand même préparé un petit truc après ça, une sorte de petit bonus. Ouais. Donc on y va. Hein. Ouais, c'est bonus, on a essayé de faire une émission un peu plus courte, que vous soyez bien attentifs. Voici un bonus. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qui t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sèment. Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Bon, ouais, vas-y, je te laisse. Petit témoignage à la forêt amazonienne. Je voulais en parler aujourd'hui et juste inciter les gens à continuer à s'indigner par rapport à ce qui se passe là-bas. Enfin, nos médias en parlent, tout crame. La question qui se pose et qui a fuité dans les médias, avec des documents qui sont sortis apparemment, c'est que ce serait intentionnel. Oh, surprise, de la part de Bolsonaro, le gros bolero du président de Baza. Le gars du Brésil, quoi. Ouais, et qui numéro 9, je pense, qui apparemment aurait un plan par rapport à l'exploitation possible de la forêt amazonienne. Au scandale, il dit que les ONG et les Occidentaux, il le fait à leur place parce que si c'est pas lui, c'est eux, etc. Au scandale, eux disent que c'est faux. En fait, ça soulève encore la question du complot. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais simplement dire qu'à l'âge d'Internet où toutes les informations circulent, devenir hypocrite, ça devient très compliqué. Et que donc le fait que les pouvoirs et les dirigeants mis en place participent consciemment à l'exploitation d'une forêt en la brûlant. Non seulement c'est pas un secret, les latins vous diraient que ça arrive. Même en Sicile, je le sais, on brûle des terres pour pouvoir les utiliser après. Le fait de le faire là-bas pour cramer une totale forêt tropicale
dans lesquels les incendies, c'est pas comme en Méditerranée, c'est pas un phénomène naturel qui arrive, sûrement pas à cette ampleur-là, mais le fait de la cramer pour ensuite vouloir l'exploiter, moi ça m'étonne pas. Et je pense que le fait que ça sorte dans la presse maintenant ouvre une opportunité pour que justement le monde et Internet rentrent dedans. On ne peut plus autant mentir aux personnes que ce qu'on l'a fait auparavant. Quels sont les intérêts ? Moi je pense qu'à partir du moment où il y a des intérêts macroéconomiques structurels, on arrête de discuter. Dès qu'il y a un conflit d'intérêts, ça me paraît assez facile de croire qu'il y a des plans derrière l'exploitation de l'Amazonie une fois que ce sera une terre disponible. Et j'en vois au moins deux. L'agriculture, notamment bovine. Il faut savoir qu'avec un rapport de 1 pour 10, produire de la viande, c'est pas extrêmement Rentable. Hein. Désolé, mais prends n'importe quel ingénieur, tu veux calculer le bazar. On fait les calculs, on se rend compte que 1 sur 10. Et donc, posons-nous la question. La viande qu'on bouffe, elle bouffe quoi, cette viande ? Et d'où vient le soja ? Et d'où viennent les végétaux qui sont importés ? Cette activité économique-là est assujettie à une autre, c'est les infrastructures. J'ai pas cité les mines, mais c'est évidemment une des raisons. Et j'ai écrit un article par rapport à ça il y a pas longtemps, et pour le coup c'est pas un coup de pub, mais c'est plutôt un coup d'activisme, soyons clairs. D'activisme, et à part le Tish Comedy, je lance d'ailleurs officiellement le hashtag Tish Talk, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus à dire et que les comédiens portent une responsabilité dans ce qu'ils disent. C'est pas uniquement de l'humour, c'est aussi un message. Et une chose qui m'est chère, moi, c'est de se dire par rapport à le développement des infrastructures et le développement de l'agriculture, lesquels ont montré leurs limites à la fin du siècle dernier, lesquels ont montré qu'ils n'étaient pas autant au service du développement économique et surtout du peuple, du citoyen, je veux dire. À un moment donné, c'est clair qu'il y a un complot dans la mesure où c'est clair qu'il y a des intérêts économiques et c'est pas démagogue de le dire. Et c'est clair en même temps que la question que se peut se poser le citoyen, c'est moi je fais quoi par rapport à ça ? Moi j'encourage deux choses. J'encourage premièrement à ce qu'on peut faire derrière son ordinateur et ce qu'on peut faire plus concrètement. Sur son téléphone, smartphone. J'essaie de t'aider. T'essaies de m'aider. Derrière son PC, bien sûr que ça sert de continuer à mettre le hashtag, bien sûr que ça sert d'écrire des articles, bien sûr que ça sert de continuer à utiliser en fait le monde tel qu'il est aujourd'hui et de frapper là où ça fait mal aux dirigeants. L'image. Le pouvoir et l'argent sont liés à l'image. Bien sûr que ça fait mal de parler de ça, bien sûr que c'est important de continuer à s'indigner. Parce que si on dit que ça sert à rien, la bonne affaire alors, n'en parlons pas. Sorry, bien sûr que ça sert. Et derrière son ordinateur, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Énormément de choses. Connecté. Mais pas que derrière son ordinateur. Mais je suis en train de reprendre d'ailleurs les choses que j'avais listées. Je peux donner des idées, connecter, partager toutes les infos, se connecter avec des gens, organiser. On peut se plaindre, signer des pétitions, mais on peut aussi être activiste. Aller chercher quels sont les produits qui supportent ces industries-là et en fait les boycotter, ne plus les prendre. On a ce pouvoir-là d'arrêter en fait de consommer les trucs qui financent ce genre de bazar et d'aller vers des alternatives, par exemple locales, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent au niveau local, mais il faut s'informer parce que ces gens-là n'ont pas forcément le même pouvoir marketing que des méga grosses entreprises genre Nestlé ou Coca-Cola ou quoi que ce soit. Mais tu as retrouvé ce que tu voulais dire ? Vas-y, je te laisse parler. Mais moi, j'ai quelque chose à dire, mais t'es tout à fait... non, c'est ton moment, vas-y, Tish. C'est juste que je voudrais apporter je voulais juste répondre à la question que j'ai beaucoup lue sur le net. Oui, est-ce qu'il y a des enjeux autres et discuter des acteurs? Oui, finalement, j'ai vu des Brésiliens qui disaient mais voilà, comme ça, nous on exploite notre pays et ce ne sera pas les sociétés étrangères. Moi, ce que je dis, c'est que le Jaguar de Pantanal, il n'en a un peu rien à foutre de savoir qui sera bénéficiaire des enjeux et que pour le coup, à qui est le Brésil, je me demande si cette forêt, elle n'est pas simplement aux gens qui vivent dedans et aux animaux qui vivent dedans. Avant de commencer au reste. Après, on peut discuter pendant des heures de la perte de patrimoine et s'indigner devant le fait que les responsables politiques, les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, mais pour le coup utilisent un pouvoir pour pouvoir exploiter cette forêt. Et on peut discuter des enjeux, du fait que ça va apporter du développement, mais comme je l'ai dit avant, je ne suis pas sûr que ce développement sera dans l'intérêt de la population dans le présent et sûrement pas sur le long terme. Ce serait faire fi de tous les services écologiques que rend cette forêt aujourd'hui. Ce serait faire fi de toutes les découvertes que cette forêt va nous apporter demain. Et du coup, est-ce que ça vaut la peine de s'indigner ? Oui, mais je ne veux pas encourager les gens à être dans cette espèce d'attitude négative. Moi, ça m'en fout grosse de voir ce qui se passe en Amazonie. C'est même difficile d'y aller si vous voulez y aller, parce que les NGO se font boycotter pour avoir checké, je peux le dire.
parce que ce ne serait pas une première que je me lance dans ce genre de folie. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un discours qui est constructif et qui encourage les gens. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est bouder. Donc, que peut-on faire? Ce ne sont que des petites idées. Derrière l'ordinateur, nous pouvons relayer les messages, secouer les médias dans leur crédibilité et dans leur sens des priorités. Pas pour se donner bonne conscience ou pour ajouter à la masse d'évangélisation et de découragement, mais pour jouer selon les règles de ce nouveau monde. Nous pouvons mettre à profit le fait qu'Internet rend évidente cette hypocrisie et fustiger ses dirigeants, si j'ose dire, là où cela fait mal, leur image et ainsi leur pouvoir, comme j'ai dit en intro. Nous pouvons utiliser le système de la surconsommation et et le retourner. Écrire, encore et encore, envoyer des billes d'humeur, spammer les institutions, les pouvoirs, les médias, les administrations, pour les faire, mot qui commence par chi et finit par et, tant qu'ils ne jouent pas chacun le rôle qui leur est, a priori, dévolu. Ça, on peut faire derrière un ordinateur. Et bien sûr que ça va fonctionner, enfin, en tout cas, ça va apporter quelque chose, et que c'est pas uniquement un exutoire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on propose de rien faire? Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas lié à un ordinateur? Eh ben, on peut descendre dans la rue, on peut entamer des sittings dans la rue, on peut voter, on peut punir en votant, et on peut faire savoir qu'on utilise ce pouvoir. D'où l'idée avec l'information, la communication et donc l'ordinateur. On peut concrètement aussi nous engager dans l'éducation, via l'école, via le parascolaire. C'est ce que fait Safe Belgium avec le développement de l'esprit critique chez les jeunes. On peut s'engager dans l'information, dans l'art. On peut participer à la sensibilisation de ce fait. Ou comme je l'ai dit, à la stimulation de l'esprit critique dans le but de former des têtes qui chercheront des solutions problématiques et non qui chercheront des problèmes. On peut s'engager dans des projets de terrain. On peut partir, on peut aller dans des endroits tout comme l'Amazonie et apporter sa contribution de façon volontaire et en plus faire un voyage personnellement pour lier avec un clin d'œil pour lier avec sa propre mission de vie. Ça va aussi nous apporter à soi énormément de choses. Ça, on peut le faire dès à présent pour l'Amazonie. On peut le faire dans les années qui vont suivre ce désastre parce que les conséquences seront dans le temps. On peut porter assistance aux populations, aux animaux en faisant du rescuing. On peut porter assistance aux écosystèmes, par exemple en replantant. On peut se lancer dans l'activisme écologique. Chez vous, ici, dans votre quartier. On peut réduire drastiquement notre consommation de viande et d'ailleurs d'animaux. Calendrier de suivi en main pour s'assurer qu'on le fait et qu'on babble pas simplement. Parce que cela appelle à l'utilisation des terres, des forêts de l'Amazonie comme les autres. Et en prime, ça aura des effets positifs sur notre santé. On peut donner aux ONG. On peut boycotter les enseignes du type supermarché qui ne peuvent pas définir précisément d'où viennent leurs produits et ce que ces produits ont mangé dans le cas du bétail. D'où est-ce que cette bouffe vient. En prime, on aura un panier moins cher et avec moins de plastique si on va au petit marché du coin. On peut boycotter et le faire savoir les produits issus du Brésil, les produits partenaires, par exemple AB InBev, hein, c'est belgo-brésilien. Ça tombe bien en Belgique. Il y a plein d'alternatives à la Jupiler. Ouais. Et vous allez découvrir la culture locale. Et on peut taper le Brésil au football. Il fallait bien qu'un comédien dépose une vanne. Et cela ne sort que de ma petite tête. Il y a de façon plus générale que dans le cas de l'incendie en Amazonie, de nombreuses autres idées d'action qui sont reprises régulièrement sur les réseaux. Je citerai notamment Ludwig M, H-E-M, en 2 mots sur Facebook. Il en reprend très régulièrement toute une flopée d'actions qu'on peut faire tous les jours qui auront un impact positif sur l'environnement. Et notamment dans le cas d'une aide directe pour une forêt qui est en train de brûler. Comment est-ce qu'on peut faire savoir concrètement qu'on va dans une autre direction. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Tish. Bon, allez, je vais quand même finir avec ma petite histoire inutile pour ceux qui sont toujours là, malgré tout ce qu'il vient de raconter. Alors, c'est une histoire pour adultes, hein, vu que c'était dans le thème, mais bon, entre-temps, on est passé sur Amazonie, mais c'est pas grave. Elle est un peu vieille, cette histoire. Hein. C'était du temps avant Tinder. Il y avait déjà Internet. Mais bon, les sites de rencontres étaient payants et tu pouvais pas savoir si tu parlais à un faux profil. Tu crois parler à une belle blonde et puis elle te dit qu'elle est une princesse du Nigeria. Du coup, on sortait. Il fallait sortir de chez soi pour rencontrer et tenter sa chance. J'avais une copine, Lydia. J'ai envie de l'appeler Lydia. Elle m'invitait souvent à sortir en soirée. On avait une sorte de deal implicite. Je rentrais avec elle le soir pour des raisons de sécurité et elle me laissait draguer ses copines. Un jour, on était à une soirée salsa et il y en avait une, tu vois, habillée en orange avec des cheveux hyper rouges. Ça se voyait que c'était faux, mais bon. À un moment, et je vois qu'elle arrêtait pas de me regarder avec un espèce d'air bizarre. Tu vois, je savais pas si c'était de l'alcool ou d'autres produits que le gouvernement n'apprécie pas.
Donc à un moment, je prends mes couilles dans mes mains et je tente ma chance et j'avais trop de chance quoi. Elle dansait avec moi en mode collé serré et c'était chaud quoi. Du coup, je mets ma bouche sur son oreille et je lui dis salut. Devine ce qu'elle me répond. Je suis très intelligente. J'ai pas trop compris mais on dansait bien et du coup j'ai continué. Tu danses bien. Et elle me répond je suis très intelligente. Ça m'a fait un peu bugger, mais c'est pas grave parce qu'on était là collés serrés. Puis à un moment, je me dis, j'essaie de l'embrasser et ça passe, tu vois. Et du coup, je me dis que c'est le moment, quoi. Je vais y aller, je vais tenter le tout pour le tout, le all-in, quoi. Et je lui dis, tu veux rentrer chez moi ce soir? Et puis là, elle répond, je suis très intelligente. C'était un peu bizarre. Elle dit qu'elle devait aller aux toilettes parce que je crois que c'était parce que ça devenait un peu trop chaud. Et du coup, je vais chez Lydia et je veux toujours l'appeler Lydia. Et je lui demande, cette meuf, elle me dit toujours qu'elle est trop intelligente. Tu vois, la meuf en jupe orange et les cheveux, le rouge là. Tu sais pourquoi? Oui, tu veux vraiment savoir? Bah oui. Bon, ok. Parce que Larousse est un dictionnaire. Voilà. Passez un bon moment. À toutes. Salut à tous. Et devenez adultes. Injonction. Je veux dire. Voilà. Des histoires inutiles. 1h30. Hein. 1h15. 1h30. Hein. Plus un quart d'heure de. On a commencé à 14h14. Ouais, plus le quart d'heure d'Amazonie, ça va faire 1h30. Ouais, c'est ça. Idéalement, on ferait, je pense, 45 minutes plus 15. Ou 1h plus 15. Ouais, je sais pas, ça dépend.